On nous dit jusqu'à 3 ans, en fait, on sait élever nos enfants, on sait leur donner une direction. Et une fois qu'ils mettent leurs pieds à l'école, c'est comme si on se dit, bon, ce n'est plus notre responsabilité. Félie François, professeur des écoles, merci pour l'invitation. Dans les écoles alternatives, l'enfant est vraiment au cœur du projet, ce qui veut dire qu'on va le mettre vraiment au centre des apprentissages et pour qu'il puisse développer son potentiel. Quand on décide d'aller dans une école alternative, on prend la responsabilité à un moment donné de dire moi j'aimerais que mon enfant connaisse autre chose que ce qui est proposé. Et du coup, c'est important de pouvoir se rapprocher des différentes écoles pour comprendre ce qu'elles proposent, puisque finalement, les premiers détenteurs de l'éducation sont les parents. Et la société, parfois, tend à nous faire oublier ça. On nous dit jusqu'à 3 ans, en fait, on sait élever nos enfants, on sait leur donner une direction. Et une fois qu'ils mettent leurs pieds à l'école, c'est comme si on se dit, ce n'est plus notre responsabilité. Alors qu'en fait, si, c'est notre responsabilité, même quand l'enfant va dans une école classique, revenir avec son enfant pour savoir ce qu'il a appris, qu'il puisse l'expliquer. On est déjà en train justement d'être dans l'alternative et d'être dans ce qu'on veut pour son enfant. Puisque nous sommes les guides jusqu'à un certain âge, mais nous sommes les guides de nos enfants. Et c'est important de pouvoir avoir ce choix, puisqu'on l'a, et de le choisir en son âme et conscience pour l'épanouissement vraiment de son enfant. Pour être vraiment sur ce que l'enfant est et après on verra ce qu'il sait faire. Mais il faut déjà savoir ce qu'il est, qu'il lui-même se connaisse pour finalement après pouvoir faire des choix éclairés. Il faut qu'il ait lui-même ce choix. On lui propose des choix pour qu'il puisse choisir par la suite. On ne peut pas forcément dire si c'est fait pour tous ou pas, puisqu'il y aura une adaptation à faire. Puisque même dans l'école dite classique, ça fonctionne pour la majorité des enfants et pour d'autres, il faut mettre des aménagements. Tout dépend de ce qu'on cherche. Donc, c'est déjà se poser comme question, mon enfant, comment je le vois, comment lui, il se voit, il se perçoit, pour donner une direction, puisque c'est toujours une guidance, si on peut dire ça comme ça. Il y a plusieurs écoles alternatives en général. Donc, il y a les écoles Montessori, on a les écoles nature, on a des écoles avec des pédagogies de Freinet ou Steiner. Steiner, c'est l'école dans la forêt aussi. Donc, tout dépend en fait de l'endroit où on veut aller. Il y a les écoles aussi où c'est axé vraiment sport et culture, ou bien sport et côté artistique. Donc, ça dépend de ce qu'on veut pour son enfant. Et puis, l'une des premières écoles alternatives, c'est l'école à la maison. On n'y pense pas forcément. On peut peut-être croire qu'il faut faire l'instruction en famille pour avoir accès à ça, alors qu'en fait, même quand son enfant a fait une école, a fait sa journée d'école classique, le soir, en discutant avec lui, ou même le week-end, en proposant d'autres activités, on est déjà dans quelque chose, une forme d'alternative, pour compléter en tout cas le cursus traditionnel. C'est vrai qu'essentiellement, c'est maternelle élémentaire. Collège, ça devient un peu plus rare. Je crois qu'il y en a une à Petit-Bourg. Voilà, Petit-Bourg, Bémao, les endroits comme ça. Et lycée, c'est pas encore ça. C'est plus en Europe, par contre. Les écoles du style Steiner ou même Freinet, on trouve ça beaucoup plus dans l'Hexagone. Et ça va aussi jusqu'au lycée. Et sinon, ces autres types d'écoles aussi dans les pays nordiques de l'Europe du Nord, donc tout ce qui est Finlande, Norvège, où ils ont un système qui est différent. Et eux, en fait, c'est même pas une école alternative, c'est comme ça qu'ils font l'école. Pour eux, ça va jusqu'à l'université. Ce qui pourrait être un frein, en général, c'est le coût. Parce que ce sont des écoles qui sont hors contrat. Donc, il n'y a pas de contrat avec l'État. Donc, les subventions, ils doivent compter sur soit des fonds propres, soit sur des dons. Et du coup, le coût peut s'avérer assez élevé pour payer le personnel, etc. Je pense aussi qu'il y a la crainte
Si on fait quelque chose de vraiment différent, quand on retourne dans le système classique, c'est-à-dire si on arrive jusqu'au collège, au lycée, comment ça va se passer? On a sans doute cette crainte, est-ce que l'enfant va être, ou le jeune va être désorienté? Est-ce qu'il pourra suivre? Ces écoles-là, en général, les enfants apprennent à développer leur esprit critique, leur adaptabilité aussi, puisque finalement, ils ont l'habitude de travailler autrement. Ils ont l'habitude aussi de collaborer, puisque ce ne sont pas des classes sur un seul niveau d'âge. En général, il y a plusieurs niveaux d'âge. Je pense que ce sont des appréhensions. Quand on n'y est pas, on voit de loin, on ne sait pas trop ce que c'est. Dans les écoles alternatives, effectivement, ces écoles-là sont tenues de respecter le socle commun des compétences. C'est-à-dire, en maths et en français, il y a un certain nombre de connaissances, de compétences qui doivent être acquises. Donc ça, c'est la référence. Et ensuite, ces écoles-là peuvent déterminer leur programme, les matières aussi. Donc en fonction des écoles, on n'aura pas forcément les mêmes matières. On peut avoir des sports qu'on n'aura pas en école classique. On peut avoir de la musique, du chant, ou même, je sais pas, de la poterie, enfin, toutes sortes de choses, de la cuisine, des soins pour les cheveux. Tout dépend dans quel type d'école alternative on inscrit son enfant. On parle d'école alternative, donc c'est vraiment au niveau de la structure, mais parfois dans des écoles dites classiques, si on a une équipe qui travaille dans ce sens, c'est-à-dire être vraiment à l'écoute de l'enfant, enfin mettre l'enfant au cœur des apprentissages, développer en tout cas les compétences à partir de matières transversales. Même dans une école dite classique, on peut se trouver avec des méthodes innovantes. L'évaluation, de toutes les façons, fait partie de l'enseignement. Ce qui est différent dans les écoles alternatives, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation chiffrée, notée, puisque finalement, la note n'a d'intérêt que si on veut faire un classement. Si on ne veut pas faire de classement, on veut juste savoir est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on ne sait pas ou à quel niveau on est. Donc ce sera 2 types d'évaluations. Donc ce qu'ils appellent évaluation diagnostique, c'est les évaluations faire un état des lieux pour savoir ce qui est su, ce qui n'est pas encore su ou voilà. Et les évaluations formatives, c'est ce qui se passe en cours de route. C'est-à-dire, là je suis arrivée à telle étape. Est-ce que je peux continuer la suite ou est-ce qu'il faut que je m'entraîne encore ? Et c'est la manière, en fait, la position de l'élève aussi face à l'évaluation. Comme il est au cœur, on va lui apprendre en fait à construire, à regarder ce sur quoi il doit être évalué, ce qu'il doit savoir faire. Donc l'ensemble des compétences, ça peut prendre différentes formes. En maternelle, ça va être une compétence sur une semaine. En élémentaire, ce sera un peu plus. Et en tout cas, dire, sur tant de temps, sur la semaine, on veut savoir il faudra que tu saches faire ça. Sur la semaine, ça peut être sur le mois. On décide en tout cas. Ou lui peut dire, parmi tout ce qu'il y a à faire là, qu'est-ce que tu choisis? Sur quoi tu veux travailler? Et aussi, la notion de travail dans les écoles alternatives, en général, il y a des différences au niveau des assises, la manière dont la salle est disposée. Au niveau des effectifs aussi, plus l'effectif plus il y a d'enfants en fait, plus c'est compliqué de pouvoir accorder une attention particulière à chacun. Donc en général dans ces écoles-là, le nombre d'enfants est réduit. Il y a les classes d'âge, les âges sont mélangés aussi pour permettre justement une émulation. C'est-à-dire que aussi bien les plus jeunes vont regarder, les plus âgés vont voir, vont entendre comment ça se passe. Et ça va leur permettre de voir en fait jusqu'où ils doivent aller. Et les plus âgés, eux, vont être comme des tuteurs. En fait, les grands vont servir de modèle, vont pouvoir aider, vont pouvoir en tout cas avoir les mots adaptés pour expliquer. En tout cas, c'est un apprentissage, même si au début, ils ne savent pas le faire, mais c'est quelque chose qui va se faire parce qu'ils seront guidés, en fait, par les encadrants qui seront autour. L'école panafricaine, donc une école alternative aussi, qui mettait vraiment l'enfant au cœur, au centre, pour vraiment développer l'estime de soi,
travailler la confiance en soi et tout en étant ancré en fait dans son environnement, donc aussi bien avec la connaissance de l'histoire d'Afrique, des Antilles, et aussi dans un environnement, comme je dis, un environnement proche de lui, donc tout ce qui concerne les langues. Donc on est dans la Caraïbe, donc l'anglais. C'est un apprentissage pragmatique, c'est-à-dire à travers le jardinage, l'agriculture, pouvoir développer toutes les compétences dites du socle commun qui est proposé dans l'éducation nationale. Donc ce serait vraiment un plus pour pouvoir équilibrer tout ce qui est le côté artistique, le côté manuel, le côté intellectuel, etc. Oui, alors dans le projet de l'école panafricaine, il y avait plusieurs pôles. Donc il y a le pôle historique, il y a le pôle entrepreneuriat et il y a le pôle aussi au niveau des langues. Donc les langues en tout cas pratiquées, enseignées auraient été le français, la langue dite créole et une langue d'un pays d'Afrique. Donc les cours ont été aussi dispensés en créole puisqu'en fait on parlait tout à l'heure d'estime de soi, donc l'image qu'on a de nous-mêmes, et cette langue-là fait partie aussi de nous, hein, tout simplement. Et on avait remarqué que lorsqu'on on fait des apprentissages dans sa langue maternelle, bien il y a des connexions qui se font, on comprend beaucoup mieux certaines choses que si c'est fait dans une autre langue. Et c'était important aussi de pouvoir revaloriser, redorer le blason, si je peux dire, puisque en tout cas à l'époque, sans doute à notre époque et même à l'époque de nos parents, c'était très mal vu de parler créole, ou bien ça voulait dire qu'on n'avait pas beaucoup d'éducation ou faisait partie d'un milieu social assez défavorisé. Et donc on brimait les enfants qui essayaient de s'exprimer tout simplement et qui en fait en s'exprimant dans leur langue propre auraient pu montrer leur potentiel et se sont vus couper les ailes puisque non, c'était pas cette langue-là qui était autorisée, ça en était une autre. Donc on veut vraiment avec ce projet-là, c'est vraiment se reconnecter à soi-même sous tous les axes. Effectivement, quand on observe son enfant, si on a l'habitude et on se rend compte qu'il y a un désintérêt ou qu'il y a un manque de motivation ou qu'il n'a pas envie d'aller à l'école, là on peut commencer à se poser des questions sur quelle manière, comment je pourrais faire autrement. Donc du coup, dans le autrement, si le côté financier, pour l'instant c'est compliqué, c'est délicat, déjà soi-même, avec son enfant, proposer des activités différentes, organiser sa vie différente, utiliser les situations de vie quotidienne pour pouvoir apprendre autrement, puisque finalement, ce qu'on remarque avec les enfants qui ne sont pas trop intéressés par l'école, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'ils n'y voient pas, ils ne comprennent pas à quoi ça sert en fait finalement. Pourquoi on fait tout ça ? Ça va nous mener où ? On nous dit oui, je vais à l'école pour apprendre, parce que je dois apprendre. Mais en fait, qu'est-ce que je dois apprendre ? Ils ne se rendent pas forcément compte de la portée, parce que c'est trop loin. Puisqu'en fait, si c'est primaire, on va faire telle chose. Quand c'est au collège, c'est un petit peu plus spécifique, lycée aussi. Mais finalement, quand il sera grand et qu'il devra carreler sa maison, peut-être là, il va se rappeler, ah ouais, mais c'était à ça que ça servait les périmètres. Ah, c'était à ça que ça servait les aires. Je veux mettre mon carrelage de telle ou telle manière. Donc en fait, pouvoir utiliser des situations concrètes, quotidiennes de la vie, pour que l'enfant apprenne réellement.